Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Voilà, je pense que ça se verrait dans le titre et dans la miniature que vous avez vue. J'ai un peu les lunettes un peu sales, je suis désolée, ça se voit dans le reflet. Moi je le vois. Je sais pas si vous voyez spécialement de grossir grandement. J'ai mis des coussins pour avoir un peu une ambiance un peu comme dans le roman. Dont je vais vous présenter, dont vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui je vais vous parler de Vampiria, donc le tome 2, La Cour des Miracles de Victor Dixon, édité aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Juste petit détail qui peut pas être insignifiant pour beaucoup de gens. Ne regardez pas cette chronique si vous n'avez pas lu le tome 2, voire même si vous n'avez pas lu le tome 1. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et le tome 2, vous allez peut-être rien comprendre ce que je vais vous raconter, à part ce que c'est peut-être les visionner juste pour le plaisir, hein, bien sûr, et de dire si ce roman vous intéresse pas et que vous voulez quand même le regarder, il n'y a pas de problème, ça juste, sachez-le, ça va juste grave spoiler. Je tiens juste à dire, ce qui est normal. Alors dans la cour des miracles, on va continuer à suivre Jeanne Froidelac, qui s'est faite passer pour Diane de Cattesfrisch. Ça fait peu de temps qu'elle est devenue, je crois quelques jours ou quelques semaines, qu'elle est devenue donc, écuyère du roi, donc Louis l'Immuable, donc le fameux Louis XIV, qui, comme on le sait depuis le tome 1, est devenu immortel, est devenu vampire suite à une transmutation, au lieu de mourir en fait. Au lieu de mourir, il est devenu roi éternel. Déjà, donc Diane est devenue écuyère du roi. Elle a déjoué le complot de Tristan de la Roncière. Et donc, sert en gros pleinement le roi maintenant. Alors, il faut savoir, c'est que Tristan de la Roncière était un frondeur comme Jeanne, c'est-à-dire voulait renverser le pouvoir. Mais les causes n'étaient pas les mêmes, en fait. Enfin, les raisons n'étaient pas les mêmes de vouloir renverser l'immuable chez Jeanne et chez Tristan. Sauf que là, on est quelques temps un petit peu après. Jeanne sont encore vivantes parce que quelqu'un évidemment voulu faire la peau. Et évidemment c'est le rituel du soir, enfin du matin. Je confonds parce qu'en fait là j'ai confondu parce que justement au moment où le roi allait se coucher au petit réveil dans son cercueil, il y avait un mot qui était placardé sur le cercueil du roi, sacrilège. Et c'est donc un mot de la reine des miracles, de la dame des miracles, pardon, qui vit dans la cour des miracles. Et donc cette reine veut que le roi lui donne le titre de vice-reine de Paris, c'est en gros qu'elle gouverne que sur Paris, et donc qu'elle puisse régner, on va dire, d'égal à égal face au roi. Évidemment, le roi ne l'entend pas de cette manière, parce que c'est Louis l'Immuable, le grand roi, et en gros, on apprend que si la Dame des Miracles devient vice-reine de Paris, c'est en gros à prendre la place du roi. C'est très poétique hein, sur ce coup-là, et donc le roi va envoyer Diane, donc Jeanne, à Paris, pour démasquer la Dame des Miracles ainsi que la Cour des Miracles qui justement est censée avoir disparu bien avant le règne de Louis XIV, voire même de Louis l'Immuable. Diane n'y va pas toute seule. Alors si je dis Jeanne ou Diane c'est la même chose, hein, je tiens juste à dire. Elle va pas y aller toute seule parce qu'elle va y aller avec, alors j'ai toujours du mal à prononcer les noms, avec Suraj Jaipur, alors, je sais pas si je le prononce bien, hein, je suis désolée, ainsi qu'Hélénaïs de Plumini. Et donc ces trois-là, tous les trois évidemment avec cœur du roi, et reçu évidemment la gorgée royale, évidemment ils ont développé une aptitude très forte à don. Elles vont donc devoir déjouer les complots de la Dame de la Dame des Miracles. En gros c'est ça, mais vraiment je spoil pas beaucoup parce que c'est vraiment les tout débuts du roman, hein, on va pas se mentir, c'est ça. Donc dans ce tome-ci, on a un tout autre niveau de visée de la suite parce que ça s'enchaîne très rapidement. On a vraiment plus en détail le rôle des écuyers et de ce que apporte la fameuse gorgée du roi. En gros, c'est-à-dire que c'est le roi qui leur a donné un peu de son sang, mais ils sont pas immortels. Ils sont entre eux, ils sont plus immortels, mais ils sont pas immortels. Ils ont développé chacun un don. Qu'on découvre au fil du roman, par exemple pour Hélénaïs, qu'on lui apprend. Pour Jeanne, donc, elle n'a pas l'impression, elle, d'avoir développé de dons. Donc, c'est ce côté vis-à-vis de l'égalité. Chacun n'est pas si égal à ça. Enfin, tout le monde est égal sur le fait d'avoir reçu la gorgée du roi. Mais
Jeanne n'a pas cette sensation d'être à égalité avec ses camarades parce qu'elle a vraiment la sensation de ne pas avoir développé de dons suite à cette gorgée du roi. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment de... Comment dire, de ne pas être à égalité avec les autres. Donc est-ce que Jeanne, enfin Diane, comme je l'ai dit, les deux Sval, se sont tête à face à Elanaïs. Par contre, elles ont eu la gorgée du roi en même temps, on va dire. Ce qui n'est pas le cas de Souraj, parce qu'il a eu Souraj. Je sais pas comment on dit, je dis Souraj. Je sais pas comment on prononce. Lui qui a eu la gorgée du roi depuis plus longtemps qu'elle. Et donc, c'est ce qui fait qu'en effet, est-ce que, même si on a les mêmes privilèges, si on peut dire, est-ce que se dire qu'on se sent un petit peu inférieur aux autres à cause de ça, on a vraiment la sensation que c'est le cas pour Jeanne. Mais en tout cas, vraiment, de se sentir quelqu'un, de se sentir important et face à ses camarades, etc. Hein, Antoinette? Oui, toi aussi, je t'appelais comme nom d'une reine. Et donc, en fait, ouais, c'est vraiment ça, le fait d'être à égalité, sur le même pied d'égalité, par rapport à leurs camarades, etc. Ce qui ne peut pas totalement justifier. La fameuse cour des miracles aussi, qui est vraiment revenue à dedans, qui est vraiment intéressante parce qu'en effet, on a tous entendu parler de la cour des miracles, notamment avec Notre-Dame de Victor Hugo, notamment. Alors moi, j'ai pas lu Notre-Dame de Victor Hugo, c'est un projet que j'aimerais faire, vraiment lire les grandes œuvres de Hugo, voilà, d'autres auteurs de cette génération-là. Mais en effet, moi, la cour des miracles, je pense notamment à Notre-Dame, et je pense notamment à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et évidemment le Disney, le bossu de Notre-Dame, hein, où évidemment il fait référence à la Cour des Miracles. Mais en effet, c'est la seule référence qu'on peut avoir, et en effet, savoir que c'est basé sur quelque chose vraiment d'important culturellement. Est-ce que la Cour des Miracles a réellement existé, historiquement parlant, je ne pourrais pas vous le dire, mais le fait que c'est vraiment devenu un élément central, enfin un élément central, où est cette fameuse Cour des Miracles, vu que l'ancienne a été éradiquée par Louis XIV, quand le roi Louis XIV était encore vivant, enfin vivant, mortel. Et c'est ça se posait, est-ce qu'elle est vraiment, en effet, est-ce qu'elle existe vraiment, est-ce que cette dame des miracles existe, qui est-elle réellement? Et c'était ça qui était vraiment... je me dis, mais en fait, plus on avance, plus on se dit, mais est-ce qu'elle existe? Moi, j'ai ce moment-là, je dis, est-ce que c'est pas quelqu'un qui joue au petit joueur, enfin un petit joueur qui veut faire le plaisantin auprès du roi? Je sais pas du tout. Enfin, on sait, en fait on sait qu'il y a la dame des miracles vers la fin du roman, au fur et à mesure que tout se dévoile. Mais en fait, au début, on se dit, ouais, mais est-ce que cette dame-là existe vraiment? Faut savoir une chose, c'est que c'est vraiment trop lié hein, pour beaucoup de choses. Notamment, bon, comme je disais, autre point, on est dans un... Évidemment, autre point, on est dans un Paris encore très ancien, entouré de murs, avec je parlais tout à l'heure d'être à pied d'égalité, mais là, en effet, on va différencier entre les quartiers nobles et pauvres, ou même très pauvres. Et là, en effet, on a un décalage brut, etc. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, d'être sur un pied d'égalité ou pas du tout. C'était vraiment très présent, et même là encore, on le voit très bien. Tout le monde, évidemment, n'est pas sur le même pied d'égalité. Les noms ont été rechangés. C'est plus par exemple Notre-Dame et Notre-Dame. Saint-Michel devient Saint-Michel. Vous voyez, il y a vraiment plein de noms qui ont changé tout ça. Même les religieux, ils ont plus de croix. Parce qu'évidemment, c'est le catholicisme qui primait quand Louis XIV était roi. Mais là, au lieu que ça soit remplacé par des croix, parce que il y a par exemple la couronne, ça va être des chauves-souris, enfin des choses comme ça. On sent vraiment que ça a vraiment changé quand le roi Louis XIV est devenu immortel. C'est ça qui était vraiment intéressant, c'est de voir qu'on a un Paris figé dans une certaine époque. Et en effet, il y a vraiment eu Jeanne, et suite à des révélations, en fait, on se rend compte que oui, si le roi n'était pas devenu immortel, est-ce que le monde serait développé comme aujourd'hui? Et je crois que j'ai vu dans la précédente chronique en plus. Et c'est ça qu'on a vraiment ce truc de se dire, bah oui, possiblement, il y a peut-être finalement un truc parallèle, enfin un truc... ça donne l'impression d'avoir une sorte de dimension parallèle qui s'est faite. En fait, imaginez, nous, on est en 2023, bah imaginez le monde... si en fait, on avait continué à évoluer son cadre continuel, parce que le roi, il est mort en 1715, donc imaginez, donc 300 ans après, on était censé être en 2015. Donc, se dire, est-ce que le monde aujourd'hui, si le Louis XIV n'était pas devenu immortel, est-ce que le monde serait comme il était en 2015 aujourd'hui? J'en sais rien. C'est ça, vraiment, il y a vraiment une espèce de parallèle, je trouve, qui se fait. Et en fait, c'est parce que je dis ça, c'est qu'il y a un élément qui est lié à ça. Je vous laisse lire le livre pour ça. Faire confiance aux autres est aussi quelque chose d'assez important dans le livre. Ça l'est encore toujours, ça a déjà été le premier tome.
À qui peut-on faire confiance? En fait, Jeanne, le fait de ne pas dévoiler qui elle est vraiment, et toujours de se faire passer par Diane de Catestrich et non pas dévoiler son prénom, Jeanne de Froidlac, il y a vraiment ce côté, est-ce qu'elle peut... je suis désolée. Est-ce qu'elle peut quand même continuer à faire confiance aux gens, etc. Et à ce côté, mais est-ce que les autres lui font confiance? En fait, personne ne se fait confiance, en fait. Et c'est là de se dire, mais pour avancer, on est obligé d'avoir un minimum confiance en ses camarades. Et finalement, personne n'a pas confiance aux autres. Pour X et Y raison, c'est-à-dire que vraiment, chacun ne dévoile pas tout. Voilà, quand tu entretiens une certaine correspondance avec quelqu'un, bah, tu essaies de garder un minimum de tout ça. Tu tentes même de le révéler aux autres, ce qui n'est pas forcément fait. Donc évidemment, Jeanne, son identité, pour d'autres personnages, une autre raison, hein, voilà qu'on cache. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à quelqu'un malgré que ces gens-là veulent nous aider? C'est encore dans la continuité du tome 1, ce sujet-là, on le sait très bien. C'est vraiment un truc qui est très important. Victor Dixon développe très bien ces romans, comme c'était le cas du premier tome. Il développe tout très bien, dans le sens où en fait on voit vraiment le Paris de l'époque. Voilà, il a gardé vraiment un Paris de l'époque. L'aménagement de la ville de Paris, les différents quartiers, etc. La description aussi des ghouls, qui je trouve est plus qu'on a déjà pris dans le tome 1, dont on n'a déjà pas le tome 1, qui est vraiment très poussé. Les ghouls ont vraiment une importance dans le tome 1, pas dans le tome 2, pardon, dans celui-ci. Parce que voilà, c'est la dame miracle, en fait, les contrôles, c'est ghouls. Et en effet, c'est très poussé. Et en effet, je trouve que c'est important qu'il développe vraiment son univers, même si tout le monde voit à peu près à quoi ressemble le Paris, voire même la France sous Louis XIV. Bon, et même si c'est un personnage qui est totalement en décalage, hein, si vous avez lu le roman, vous savez très bien de quel personnage je parle, hein, qui vient d'Angleterre, qui en fait a une coupe un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Lisez le roman, vous allez comprendre pourquoi. Mais en fait, il y a ce côté toujours, ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu décalage. En effet, on a vraiment l'impression, ce personnage-là, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il a une dégaine, enfin en termes de coups de cheveux qu'on aura aujourd'hui, enfin que certains pourraient avoir aujourd'hui, mais on se dit, mais non, c'est peut-être des contradictions avec l'époque du Louis XIV. Ouais, je ne pas du décalage, mais en effet, et puis c'est là, je continue vraiment à très bien le voir, mais même si on a les sortes de médaillons là, avec les portraits des personnages, mais qui uniquement en blanc, comme là, ouais, qui sont vraiment tous en blanc. Mais là, le fait que l'auteur donne des détails en termes de couleurs, de plein de choses comme ça, c'était vraiment un vrai plus. Mais c'est en fait, vous allez me dire, c'est normal que les auteurs développent des descriptions de leurs personnages. Mais là, oui, en effet, là, c'est bien dosé, je trouve. Il n'y a pas ni trop peu, c'est bien dosé. Franchement, bravo à Victor Dixon pour le coup, parce que j'étais vraiment plongée dedans. Le tome 2, je l'ai avancé assez rapidement. Là, en 15 jours, j'ai eu la moitié du tome 3, même si j'aurais pu le finir depuis fort longtemps. Je suis en train de le dire. Et ouais, c'est ce qui est plutôt top. Autre sujet, je trouve qui est important, et je trouve qu'on va peut-être bien voir. C'est en train de s'approfondir dans le tome 3, hein, parce que je vous dis, mon fond de vidéo, je suis à la moitié du tome 3, c'est tout ce qui va être les arts divinatoires. Le tarot. Voilà, je sais pas. Alors, pour information, je ne sais pas tirer les cartes, tout simplement. Je ne me suis jamais faite tirer les cartes, et pourtant je suis pas fermée à la question. Voilà, on y croit, on n'y croit pas à ce genre d'art divinatoire. Moi, je suis curieuse. J'y crois sans y croire. En fait, actuellement, tant que je n'ai pas testé le truc, je peux pas dire si je valide ou pas le truc. Hein. Si quelqu'un me propose de me faire tirer les cartes, je dirais oui, vas-y, pas de problème, je vais bien essayer juste pour voir à peu près. Hein. Je suis assez ouverte à la question. Je trouve bien que les tarots sont très beaux. Il y a des très beaux tarots. J'aimerais bien m'acquérir un beau jeu de tarot, mais juste pour la beauté des cartes. Voilà, sans forcément tirer ou faire tirer les cartes. Je pense que déjà, faire tirer les cartes tout court, ça demande vraiment des années de pratique. Voilà, mais je suis assez curieuse là-dessus. Pourquoi? Parce que les arts divinatoires est très important dans ce tome-ci, puisque Jeanne y a recours, voilà, pour un peu tout, parce qu'elle est quand même trouvée dans sa quête à un moment. Mais en effet, ce côté de voir des choses, possiblement des choses, des visions, des prémonitions, vraiment, comme les médiums, les trucs. Enfin, je sais pas si les médiums peuvent avoir des visions comme ça, je sais pas. Comme je dis, je les connais absolument pas. Mais c'est vraiment un élément central, tout ce qui est pour ça que je parle d'art divinatoire.
et Antoine qui revient. Mais vraiment tout ce qui est arts divinatoires, c'est vraiment très central là-dedans, et on sent que même de base, tout ce qui est lié à la chimie, c'est-à-dire tout ce qui est lié aux astres, des trucs comme ça, c'est un élément très central. Hein. La couverture, quand on en apprend un peu plus, oui, une dame avec un croissant de lune, avec un œil, oui, il y a vraiment aspect art divinatoire, tout ce qui est lié à la chimie, tout ce qui est les placements de la lune et des étoiles, donc il y a vraiment un peu de tout ça dans toute cette histoire. Mais en effet, c'est vraiment un élément important et je trouve ça hyper intéressant. Et Victor Dixon, franchement, certes, quand on s'enseigne un peu, on peut avoir le nom des cartes, etc. Et dire oui, ça correspond à ci, ça correspond à ça, mais c'est en fait très complexe. Et franchement, je lui dis, je pense que Victor Dixon, il s'était vraiment renseigné, il a dû côtoyer des gens, il s'est enfin, qui sont fait tirer des cartes ou qui maîtrisent ce sujet, parce que c'est vraiment un plus. Je veux dire, tu peux pas balancer les cartes et se dire dans ta carte ça correspond à ça, etc. Non, non. Faut avoir une certaine, je pense, maîtrise du truc. Est-ce qu'il l'a fait relire par d'autres personnes ou quoi, j'en sais rien. Je me suis pas renseignée sur le sujet. Mais vraiment, c'est un truc, c'est un bon plus. Je trouve que c'est là quand on parle d'art divinatoire, enfin tout ce qui est lié à la. En fait, d'art division et des trucs comme ça, j'en ai déjà vu hein, dans des séries et des romans. Mais utiliser le tarot, c'est la première fois que je côtoie ça dans un roman. Donc ça a été vraiment un bon plus. Et c'est vrai que là, je me dis, avec ça, ça me donne vraiment envie de m'intéresser davantage au tarot, notamment. Je sais qu'il y a un tarot qui a été créé en lien avec les Vampiria, là, notamment, qui vraiment... moi, juste peut-être la voir, ça pourrait vraiment être un plus, vraiment juste pour la beauté du truc. Mais ça qui est vraiment super dans tout ça, c'était un vrai plus. Et c'est ça qui est vraiment fait qu'on est vraiment dedans. On dit, il y a ce côté, ce qu'on lui a prédit Jeanne via les cartes, est-ce que c'est vrai? Est-ce que par rapport au passé, bon, il y a ça, mais vis-à-vis de l'avenir, est-ce que ça va être vrai, etc. Et on commence vraiment à se dire, mais on commence à avoir les mêmes doutes que Jeanne. Sur le coup, c'est ça qui est bien, on commence vraiment à... Jeanne, je l'aime bien, mais par moments, Jeanne m'énerve. Je tiens juste à le dire. Je crois que c'est un peu... Je sais pas si c'est voulu ou pas de la part de Victor Dixon. C'est vraiment le dernier gros point, c'est que Jeanne, elle a tendance des fois à être chiante. Bon, elle est pas seule, hein, elle est naïve, ça n'est pas mieux. Il y a ce côté, pour le bien de la... En fait, elle a intégré la fond purement par hasard, si on peut dire comme ça, si vous avez le temps. Mais juste pour le bien de la... On se dit, mais est-ce qu'elle fait tout ça pour la fronde ou pour elle-même? Et c'est ce qui fait qu'à un moment, on est un peu dans tout ça. Et en fait, est-ce que je me demande si elle fait pas tout ça avant tout pour elle-même. Non mais c'est pour la fronde, je fais ça pour la fronde, pour les biens de la fronde, etc. Mais en fait, elle se rend... Je sais pas, c'est sûr qu'elle se rend compte de la dureté des choses. Ouais, des fois elle est chiante. Bon, on peut comprendre qu'elle est dans un contexte qui n'est pas favorable, comme je disais, par rapport à la confiance vis-à-vis des uns des autres. Mais en effet, des fois, des fois on a envie de la claquer quoi. Clairement. Voilà, là dans celui-là, elle était là-dedans. Je peux comprendre que par exemple, tout le monde n'a pas. Ils sont pas confiance entre les trois. Elenaïs, Souraj et Jeanne. Bon, les trois peuvent pas se blairer, mais je veux dire, ils font tout pour évidemment traquer Adam ni Miracle. Mais de toute façon, on sait très bien que ça leur a été imposé à tous les trois, mais qui justement ça aide pas dans tout ça. Et il y a ce côté, bon, ok, on n'enterre pas l'âge de guerre, mais il faut mettre nos efforts à profit. Et donc, en fait, malheureusement, vu que tout se dit pas, évidemment, le baril de poudre est prêt. Ils m'ont plus que la mèche. Hein, moi, j'ai vraiment l'impression que vraiment, c'était ça entre ces trois-là. Hein, clairement, ça va vraiment péter. Mais ça, c'est comme un très bon roman. On est vraiment à fond dedans. On a envie vraiment de comprendre de qui, de quoi, comment, pourquoi. Et ça a été vraiment très chouette. Je veux vraiment que vous conseiller que ce roman. Sachez que La Cour des Miracles, c'est vraiment un roman que je vous conseille. Et voilà, si vous aimez l'histoire, notamment le rêve de Louis XIV et tout, je peux que vous le conseiller, voire même la trilogie de base. Donc c'est vraiment super top. Mais en tout cas, c'était vraiment un très bon roman. Ma chronique sur La Cour des Miracles est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ou des choses comme ça si vous tente, si vous l'avez lu, j'aimerais bien avoir vos avis. Et sur ce, je vous dis donc, à la prochaine.